Polysécure, épisode spécial Cyber Écho. Je suis avec Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour. Mon nom c'est Emmanuel Christian Terragna, d'origine congolaise. Je suis certifié CSSP en sécurité. Ça fait plus d'une dizaine d'années, donc depuis 2012, que je travaille dans l'industrie informatique et plus de 5 ans dans la cybersécurité. Super intéressant. Tu es venu au Cyber Écho venir présenter la détection de l'empoisonnement de modèles AI. C'est un sujet que je pense qui intéresse beaucoup de gens puisque c'est un élément qui inquiète beaucoup les gens justement de s'assurer que ces modèles-là soient fiables parce que c'est quand même intéressant avec eux autres. Je vais te laisser te présenter un peu ta présentation, mais je vais aller avec des questions avec ça. D'accord. En gros, quand on parle d'intelligence artificielle maintenant, c'est que tout le monde voit, c'est juste, tu es sur ton interface, disons, sur ton navigateur web, tu entres dans, je sais pas, chatgpt.com, Gemini, je sais pas quoi, et tu lui poses la question 1 plus 1, il te dit égale 2, et c'est tout. Mais ce qu'on ne sait pas est que dans l'intelligence artificielle, au fait, il y a un cerveau. Et le cerveau de l'intelligence artificielle, c'est le modèle en soi. Et le modèle, pour l'avoir, on l'entraîne. On l'entraîne avec des données, donc. Pour qu'il puisse nous répondre 1 plus 1 égale 2, on va l'entraîner avec des données où il est écrit 1 plus 1 égale 2, où on lui montre c'est quoi l'addition, t'additionnes ça et ça, et il aura les résultats. Donc, si un modèle, on l'a entraîné, disons, on lui dit 1 plus 1 égale 3, ben, ne sois pas étonné quand tu vas lui demander 1 plus 1, il te dit 3 parce que c'est ce qu'il a appris. Donc, il fait qu'il reproduire ce qu'il a appris. Et puis, ce que nous, on essaie de faire maintenant, c'est de prendre un modèle donné et déterminer si le modèle donné en question a été empoisonné depuis le début. Et pour ça, on a créé notre docteur, disons un docteur en intelligence artificielle. Et le docteur en question a la capacité de différencier entre un modèle empoisonné ou un modèle non empoisonné, juste en regardant sur le poids qu'on tire de ces modèles-là. En gros, c'est ça l'aspect général de recherche, mais bon, il y a beaucoup de trucs en profondeur, mais en gros, c'est ça l'image. C'est très intéressant justement d'arriver à la capacité de détecter juste en regardant les poids, de voir si le modèle a été vicié ou non, empoisonné lors de son entraînement. Comment vous avez fait pour réussir à entraîner le docteur pour détecter les deux? Parce que pour un humain, c'est impossible de voir visuellement les poids, puis on n'a aucune idée si les données d'entraînement ont été empoisonnées ou pas. Donc comment le chemin est arrivé? Est-ce que vous puissiez détecter ce genre de choses-là juste à partir des poids? Ouais. Ben, on commence par des trucs qui sont vraiment basiques. D'abord, ce qui est vrai, on doit d'abord avoir des cas où ça s'est produit. Et oui, il y a des exemples où des adversaires, ils contaminent juste 1% des modèles d'entraînement. Ils sont capables de changer la prédiction du modèle en question. Donc, en gros, ce qu'on a fait, on a eu nos données d'apprentissage qu'on a vraiment auscultées pour regarder s'ils sont empoisonnés ou pas. Et ces données-là d'apprentissage, on a entraîné des modèles avec. Beaucoup de modèles dans ce cas. Par exemple, ici à Cyber Écho, ce que je présentais, c'était on a créé 1000 ensembles d'apprentissage, des données non contaminées, tout vérifié. On les a entraînés. Sur ces 1000 ensembles d'apprentissage, on en a produit 1000 modèles. Mais sur les 1000 modèles-là, on en a choisi les 950 qui ont une meilleure performance. Et les 950 là maintenant, c'est à partir de chaque modèle maintenant, on regarde la composition du modèle. Ici, on parle d'un modèle convolutif qui a trois couches de dense. Et la dernière couche, c'est la couche qui fait la classification entre A et B avec une fonction sigmoïde. Et quand un modèle apprend,
il part de couche en couche. Et chaque couche, les neurones qui se trouvent sur cette couche, ils apprennent et ils retiennent l'information. Et la valeur qui se trouve dans ces couches-là, il y a ce qu'on appelle le poids. En fait, c'est lui qui représente comment les neurones-là sont en train d'apprendre. Et ce sont ces valeurs-là qu'on a utilisées maintenant pour entraîner notre docteur. On a pris ces valeurs-là à partir de 2 couches principalement, mais aussi ce qu'on a fait, on n'a pas pris tout le poids. En fait, on a pris le poids en premier, on a fait des analyses statistiques, on a regardé la distribution des données, et c'est là qu'on a vu il y a des parties du modèle qui changent vraiment quand ils sont empoisonnés. Donc, on a pris ces poids-là. Et pour ceux qui savent, le poids de ces modèles sur les couches peut être entre -1 dans l'intervalle de -1 ou 1. Donc, en gros, c'est pas une donnée qu'on aimerait donner à notre docteur parce que notre docteur, on dit, OK, le modèle en soi, on le prend comme un cerveau. Et en médecine, on peut passer un cerveau au X-ray pour que ça puisse sortir une image. Donc, ce qu'on a fait, on a créé un algorithme qui va pouvoir passer dans le poids du modèle et il va transformer ce poids-là en des valeurs qui sont convertibles en images. Par exemple, disons, en images, les images partent de 1 à 255. Donc, notre algorithme va pouvoir convertir, disons, 0,8. Il lui donne la valeur de 10, 15, 20. Et le 15 là, c'est un spécifique pixel dans l'image. En convertissant nos poids en images, on a pu maintenant le donner au docteur. Et on a entraîné 2 docteurs. Dans ces cas-là, il y a 2 docteurs. Un qui est entraîné par les images qui sont sorties d'une couche et l'autre qui est entraîné par les images qui sont sorties d'une autre couche. Et à la fin, ce qu'on a fait du ensemble learning. Donc, on combine les 2 docteurs pour avoir un docteur général qui a aussi une précision beaucoup plus élevée que les 2 docteurs distincts. Et c'est là que notre expérience nous a montré que l'ensemble des docteurs là, il est capable de détecter si un modèle est empoisonné ou pas. Donc, pour reprendre puis pour comprendre, parce que c'est quand même assez complexe ce que tu as parlé, vous avez entraîné 2 modèles avec un empoisonné, l'autre pas empoisonné. Et vous avez fait utilisé une image pour faire une représentation pour aider l'apprentissage et la comparaison. Et ensuite, vous avez pris les 2 modèles, vous en avez fait un seul, étant donné qu'il y avait la connaissance de l'empoisonnement et de l'autre, il y avait la connaissance du non-empoisonnement. Ça donnait un résultat qui est supérieur en termes de détection par la suite. C'est que je vais ajouter, oui, on a le modèle non empoisonné, on en a extrait des images, même chose que le modèle non empoisonné. Donc, il y a deux catégories d'images dans chaque modèle parce qu'on a pris 2 couches par modèle et les 2 couches représentent 2 images. Et chacun des images, disons la première image est de, par exemple, 100 x 100 pixels et la deuxième image de la deuxième couche est de 200 x 200 pixels. Donc, il y a un docteur qui sera entraîné sur les images de 100 x 100 pixels et il y a un autre docteur qui sera entraîné sur les images de 200 x 200 pixels. Et puis, les 2 docteurs-là, on va les mettre ensemble pour faire des ensemble learning. Donc, ils vont pouvoir se compléter. Et avec ça, on a eu un taux de réussite allant même jusqu'à 98%, 99%. C'est quand même assez impressionnant. Puis justement, pour valider ces pourcentages-là de réussite, vous avez pris des modèles synthétiques ou vous avez choisi des modèles qui sont largement disponibles sur Hugging Face, par exemple, juste pour voir qu'est-ce qu'il y en a ou comment vous avez mesuré ça? En fait, ce qu'on a fait, on a pris des modèles que le docteur n'a jamais vus
Donc, des modèles où il n'a pas été entraîné. Par exemple, on a de bases de données, on a des données d'apprentissage comme NIST, Fashion NIST. On a des données, par exemple, pour les plaques qui sont disponibles partout. Et ce sont ces modèles-là qu'on a entraînés et qu'on a donné à notre docteur. On lui a dit, OK, vérifie maintenant. Parce qu'en gros, le docteur, lui, il ne sait pas le modèle, il a été entraîné sur quoi. Lui, il regarde juste les chiffres, la distribution des données, et à partir de ça, il pourra dire, oh, OK, oui, ça ressemble plus à quelque chose qui a été empoisonné. Et quelque chose pour ajouter, pendant l'entraînement du docteur, on s'est dit, ça serait sage de lui donner des ensembles de données d'apprentissage qui ont été contaminés, disons à 50%, ou on change vraiment 50% de l'ensemble d'apprentissage jusqu'à 1%. Donc, parce que en tant qu'adversaire, ce que je voudrais que je puisse contaminer le peu possible, parce qu'en contaminant le peu possible, j'aurai la chance de ne pas être détecté et que le docteur ne puisse pas reconnaître ce modèle comme empoisonné. Parce qu'en 1%, là, c'est vraiment bas, très bas. Mais avec le docteur, on lui a montré tout ça. On est parti à... les recherches avaient commencé à 50%, mais 50%, c'était vraiment obvious. C'est un truc que tout le monde va voir. Mais on est parti jusqu'à 1%. Et même à 1%, le docteur, il est capable de voir, il est capable de détecter ces modèles empoisonnés à 77%. Là, c'est une partie où on doit vraiment s'améliorer et ce sont des recherches qui sont encore. C'est très intéressant. Les données empoisonnées, juste pour préciser puis pour aider ma compréhension, c'est que vous avez un lot de données saines et vous avez volontairement empoisonné ceux-là. Donc, vous avez les mêmes lots, sauf qu'il y en a un qui est empoisonné. Et donc, vous êtes capable de comparer le mode d'apprentissage sur les mêmes données et qu'un est empoisonné. Oui. Donc, en gros, faisons un exemple simple où on a un modèle qui doit différencier entre un cheval et un chien. On a entraîné le modèle sur des données non empoisonnées qui sont cheval-chien sans rien changer. On a un autre modèle sain. Et puis, on dit dans le données de chien, on ajoute des images des chats. On remplace quelques images des chiens par des images des chats et puis on réentraîne le modèle. Et c'est là maintenant que le modèle qu'on aura, ça sera un modèle empoisonné. Oui. C'est très intéressant ce genre de choses-là, puis justement de voir, puis vous avez modulé en plus de 50 à 1%. Puis pour ma compréhension, c'est dans le fond plusieurs modèles de données contaminées qui ont été progressivement jusqu'à 1%. Oui. Puis ensuite, vous avez tout mis ça ensemble dans le grand ensemble, le grand docteur qui, lui est capable de venir détecter des données ou des modèles qui auraient été empoisonnés par la suite. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est ça, on a empoisonné. C'est un grand recherche qui a pris des mois, je dirais même des années, parce qu'on est dessus depuis 2021. On a empoisonné à 50%, on a étudié les résultats. On a empoisonné à 40%, on a étudié les résultats. On a empoisonné à 30%, on a étudié les résultats. Jusqu'à 1%, on a étudié les résultats. Et l'empoisonnement, en gros, c'est pas juste changer, par exemple, mettre les chats à la place des chiens. Par exemple, si on a une base de données Fashion NIST où il y a des chemises blanches ou quoi, on peut ajouter des taches sur les chemises. Et on peut ajouter des taches sur des endroits spécifiques. On va se dire, OK, peut-être le modèle va classifier les chemises avec des taches spécifiques comme étant un t-shirt. Donc, en gros, on fait des manipulations à gauche à droite, on change de gauche à droite. Tout ça pour que le docteur n'ait pas en mémoire juste un seul mode de contamination. Donc, on essaie de modes variables de contamination pour que le docteur dise OK, pour que lui-même aussi puisse s'adapter. Parce qu'en gros,
quand on lui donne un truc, un modèle qu'il n'a jamais vu, il fait des calculs de probabilité. Est-ce qu'il est vraiment semblable à celle-ci, à combien de pourcents? Il est semblable à celui-ci, à combien de pourcents? Et c'est le pourcentage le plus élevé qui remporte la classification. Très intéressant. Puis justement, tu as mentionné que vous avez fait pendant des mois, parce que c'est long de faire de la recherche. Les vérifications que vous arrivez justement, ces ratios-là de réussite, vous avez fait ça comme des modèles que vous saviez déjà dans l'état et vous lui allez lancer. Donc, vous avez entraîné des modèles sur lesquels ils n'ont pas servi à l'entraîner lui, mais qui pour justement ensuite le tester, voir sa capacité à être capable de calibrer sa détection. Oui. Donc, par exemple, un modèle, on l'entraîne sur des rectangles et des cercles. Et puis, dans l'ensemble des cercles, dans la classe des cercles, on met des rectangles blancs. Et puis, on s'est dit, OK, sur un modèle 100, chaque rectangle blanc doit être classifié comme un rectangle. Mais là, on met des rectangles blancs dans la classe des cercles. Et on s'est dit, quand on donne au modèle, et le modèle dit, OK, ce rectangle blanc, c'est un cercle. Donc, le modèle, là, il a été empoisonné. Et là, l'adversaire a un avantage. Et on a vu que à 3%, disons à 50%, si on a entraîné 950 modèles, tous les 950 modèles ont été empoisonnés à 50%. L'adversaire a un avantage irréel, quoi, parce que c'est 50%. Donc, c'est un truc où il contrôle, quoi. Mais jusqu'à 3% là, sur 950 modèles entraînés, on trouve qu'il y a 3 modèles où l'adversaire, son taux de réussite de l'attaque est entre 75% et 100%. Donc, à 3%, donc il a injecté juste 3%, mais sur 3 modèles de 950, il a vraiment un taux élevé. Mais ce qu'on a fait maintenant, on a pris les 3 modèles, on l'a donné à notre docteur, et le docteur l'a dit non, empoisonné. C'est ce qui est bien. Oui, c'est très intéressant. Puis tu mentionnais justement là, à 1%, tu as un taux de réussite qui n'était pas satisfaisant, ce que tu mentionnais. Et tu disais qu'il faudrait l'améliorer. C'est quoi le processus pour améliorer la capacité du modèle, du docteur, de détecter un modèle empoisonné à 1%? Comment vous allez faire pour arriver à ça? Pour ça, il y a des techniques qu'on peut utiliser en apprentissage automatique. Il y a des hyperparamètres qu'on essaie de tweaker à gauche à droite pour voir comment ça répond. Mais aussi, ce qui est intéressant de noter ici, en étant un adversaire, je ne pense pas qu'il va vraiment utiliser le modèle à 1%, parce que le modèle en soi, il y a le principe qui s'appelle signal to noise ratio. Les signaux, en gros, c'est quand le modèle apprend les spécifiques de ce qu'il doit détecter. Par exemple, si on parle des chiens, le signal, c'est quand il détecte, par exemple, la forme du chien. Le bruit, le noise, lui, c'est quand le modèle commence à détecter le bruit sur l'image. Par exemple, le background, l'image, donc la lumière sur l'image, des trucs pareils. Et c'est un truc qu'on ne voudrait pas que le modèle puisse apprendre parce que lui, c'est plus du bruit. Et chaque modèle a son taux de bruit. Et ce qu'on a vu est que le niveau de bruit est à 4% élevé que sur un modèle normal, quand le modèle est empoisonné à 1, 2% ou 3%. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est un des plus, parce que si on voit déjà un modèle qui a un niveau de bruit 4% élevé qui est la normale, qui est un modèle 100, on s'est dit, ça on l'écarte, lui on ne peut pas l'utiliser. Donc, en tant qu'adversaire aussi, il se dira, ils ne vont pas utiliser ces modèles. Donc, en gros, je l'écarte. C'est pour cela on s'est dit, à 3% là, il y a des modèles où le niveau de bruit est similaire à un modèle 100. On s'est dit, OK, là, l'adversaire pourra l'utiliser. Donc, on a aussi ces genres d'analyses qui peuvent nous dire, OK, on écarte ce modèle carrément à 1%. Ouais. Très intéressant. Est-ce que vous avez
pris le temps de vérifier avec des dépôts publics comme Hugging Face, juste pour tester le modèle, vérifier qu'est-ce qu'il y en a et peut-être découvrir des modèles empoisonnés qu'on ne connaît pas ou vous n'avez pas été jusque-là? On n'a pas encore été jusque-là. Ce qu'on fait, on prend toutes les bases de données qui sont disponibles, publiques, on les entraîne, on regarde, mais aussi il y a des modèles qui sont disponibles publiquement. Par exemple, il y a un modèle qui classifie le plaque d'immatriculation en Chine et en Allemagne. On prend ces modèles-là, on essaie de voir le pattern, donc on les donne à notre docteur. Et le docteur, jusque-là, il répond bien, mais on voit qu'il y a un moyen de faire plus. Parce que chaque modèle qui vient a une architecture différente. Et il y a une étape, comme je l'ai dit, avant d'entraîner les docteurs, on lui a donné des images spécifiques d'une certaine dimension. Et ce qu'on fait maintenant, on essaie, quand tu nous donnes le modèle, on regarde son architecture, on essaie maintenant de prendre ce qui est vraiment nécessaire pour notre docteur. Et ça, c'est un algorithme qu'on essaie de rendre meilleur. C'est pas pour braguer, mais il est un peu meilleur, mais il peut être plus meilleur. Donc, à fonction de l'architecture de chaque modèle, on essaie de prendre ce qui est vraiment nécessaire. Wow, c'est super cool ces affaires-là. On a fait, en tout cas, à mon sens, un bon tour d'horizon de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés que tu aimerais discuter? L'aspect qu'on a... pour moi, c'est plus pour réveiller les gens que les modèles empoisonnés existent. Parce que maintenant, on est plus content qu'on utilise une intelligence artificielle. C'est sûr qu'on lui dit 1 + 1 = 2, des trucs basiques comme ça, il va bien te répondre. Mais il y a des domaines là où c'est vraiment critique, détectement de cancer, détectement des maladies, dans le système vital, classification des plaques d'immatriculation. Imagine-toi que quelqu'un fait un délit de vitesse, un délit de fuite, et comme c'est l'intelligence artificielle qui va déterminer de quelle plaque il s'agit, et la personne là, parce que le modèle est empoisonné, la convocation par une autre personne. Donc, il y a des cas là qui sont déjà dans le monde, mais que les gens ignorent. Et aussi, quand on interagit avec des outils d'intelligence artificielle, la plupart des fois, ce sont juste des outils qui sont connectés sur un modèle où ils savent même pas il a été entraîné avec quoi. Prenons le cas de ChatGPT où ils donnent accès à leurs API payants. Je vais développer une application, je veux juste me connecter là, je prends les réponses de ChatGPT, je le donne et c'est tout, sans vérifier. Donc, ce que nous, on veut donner un aspect forensique pour déterminer avant de passer en production ou déterminer si un modèle était frauduleux quand il a donné une réponse exacte. Même si on n'a pas le modèle en question en entier, on peut avoir juste quelques parties et déterminer s'il a été frauduleux ou pas. C'est super intéressant. Merci énormément de ce partage-là. Merci d'avoir pris le temps de venir au podcast, puis qu'on puisse en parler plus, puis que partager à l'ensemble de la communauté ces informations-là. J'espère effectivement que ça va atteindre l'objectif d'éveiller les consciences comme tu veux faire. Merci énormément. Merci beaucoup à toi.